Bon après-midi et bienvenue à notre deuxième journée de MS Connect. Je m'appelle Tiania Vrionis et je suis la vice-présidente pour la communauté, l'animatrice pour la séance d'aujourd'hui. Je vous parle de Vancouver et j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous qui est ici de partout au Canada. Je suis très fière de cette présentation cet après-midi et j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous de nous avoir accordé votre temps pour la sclérose en plaques et la recherche à cet effet. Nous sommes très fiers de cet événement et l'opportunité que cela nous donne d'amener ensemble des chercheurs à l'échelle mondiale pour partager leurs connaissances, leurs recherches et leurs découvertes. Mais surtout, c'est pour nous connecter. Vous connectez-vous avec la recherche et les chercheurs, à des experts dans les communautés, à des fournisseurs et à d'autres personnes qui subissent les répercussions, qui vivent avec la sclérose en plaques. Merci surtout à nos commanditaires qui font en sorte que cette conférence soit possible. Merci à Roche Canada et à nos autres commanditaires, Biogen Canada, Bristol Myers Squibb, MD Serono Canada, Novartis Pharmaceuticals Canada, PendoPharm, Sanofi Genzyme pour leur soutien financier afin de vous connecter notre communauté de la sclérose en plaques, afin de continuer de travailler ensemble et de découvrir comment nous pouvons affecter de façon positive la vie des Canadiens qui subissent les répercussions de la sclérose en plaques. Avant de présenter nos conférenciers, j'aimerais partager avec vous quelques détails. Vous pouvez envoyer vos questions dans la conversation. Vous pouvez vous joindre à notre conversation en ligne et en partageant vos meilleurs moments à #MSConnect. Que votre voix soit entendue et répondez à notre sondage sur notre page Twitter MS Society Canada. Cette séance est enregistrée et sera partagée à msconnect.ca. Maintenant, pour notre présentation, nous sommes très fiers de vous présenter cet après-midi la Dr. Michelle Plowman et le Dr. Wei Young. Je suis contente de pouvoir présenter nos conférenciers, Dr. Michelle Plowman, qui nous entretiendra sur la promotion de la neuroplasticité et la restauration de la fonction dans sclérose en plaques, et le Dr. Wei Young qui présentera les bienfaits de l'exercice sur la santé cérébrale et la réparation des lésions cérébrales. Dr. Wei est professeur et neuroscientifique à l'Université de Calgary et il dirige le réseau de sclérose en plaques. Il est soutenu en partie par la Société de la sclérose en plaques du Canada. Dr. Michelle Plowman est physiothérapeute, neuroscientifique et à la chaire de recherche du Canada pour des traitements basés sur l'exercice pour pouvoir réparer et protéger le cerveau. Sa recherche est soutenue en partie par la Société de la sclérose en plaques du Canada. Bienvenue au Dr. Young et à la Dr. Plowman. Bonne journée. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Ma présentation est plus tournée vers l'avenir et traite de la réparation des lésions et de la restauration potentielle des fonctions chez les personnes ayant la sclérose en plaques. Pour ce faire, nous devrons passer en revue ici certains des principaux acteurs impliqués dans le processus de pathologie de la SP. Nous examinons ici le cerveau et la moelle épinière, collectivement appelés le système nerveux central. Nous avons dans notre cerveau et notre moelle épinière 10 milliards de ces cellules nerveuses ou neurones, et ce schéma montre ces neurones en connexion les unes avec les autres. Un signal est transmis à cette première cellule nerveuse qui interagit avec le second neurone ici, puis avec le reste du corps. Certains de ces axones sont des fibres nerveuses très longues. Alors, nous avons besoin de mécanismes pour accélérer la transmission du signal. Et ce qui est rendu possible grâce à ces enveloppes appelées myéline autour des axones. La myéline est formée par un type de cellules appelées des oligodendrocytes. Dans la pathologie de la SP, nous avons une perte de cellules nerveuses avec une perte de neurones. Nous avons perdu ces oligodendrocytes, cette myéline. Essentiellement, beaucoup de ces oligodendrocytes sont endommagés. Et c'est pourquoi les symptômes apparaissent. Ici, dans le sang, nous avons des cellules immunitaires en circulation. Elles sont normalement très importantes pour nous protéger contre les infections, mais elles sont normalement maintenues hors du cerveau et de la moelle épinière par cette barrière appelée la barrière hémato-encéphalique. Dans la SP, certaines variétés de cellules immunitaires deviennent dysfonctionnelles. Elles acquièrent la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique pour pénétrer dans le cerveau et la moelle épinière et produire des lésions.
C'était donc là un rappel des principaux acteurs dans l'ASP et passons maintenant à un autre appel. Voici le schéma de ce qui est la situation normale d'une cellule nerveuse et des oligodendrocytes avec une myéline enveloppante, alors que dans l'ASP, l'oligodendrocyte est perdu. Et donc, la myéline a disparu et au fil du temps, ce neurone va également subir une dégénérescence. Les oligodendrocytes et la myéline peuvent se régénérer grâce à un phénomène appelé la remyélinisation. Et essentiellement, nous voudrions alors pouvoir repeupler à l'aide d'oligodendrocytes et leur permettre de reformer la myéline afin de reconstituer la connexion perdue. Voici un autre exemple de remyélinisation. Ce dessin décrit maintenant un faisceau de fibres avec chacun de ces axones sur les fibres nerveuses qui sortent à angle droit et ce diagramme montre l'enroulement de la myéline autour de chacun de ces axones. Dans l'ASP, la myéline est perdue, mais une remyélinisation peut se produire là où la myéline est maintenant rétablie autour de ces axones. Et c'est notre objectif d'essayer de promouvoir la remyélinisation afin de restaurer la fonction. La remyélinisation est fonctionnelle dans des modèles expérimentaux comme chez les animaux qui ont subi, dans cet exemple, une démyélinisation du nerf optique, c'est-à-dire que les animaux perdent la capacité de voir, perdent la vue et n'ont plus de réflexe de réponse à la menace. Après remyélinisation, ces animaux ont retrouvé la vue et peuvent maintenant répondre de façon réflexe à une menace. La remyélinisation est activée par les oligodendrocytes, les cellules qui fabriquent la myéline en premier lieu. Et une bonne nouvelle est que ces oligodendrocytes sont quelque peu préservés dans le cerveau des personnes vivant avec l'ASP. Voici donc ici des exemples de ces oligodendrocytes préservés. Voici une image agrandie montrant l'un de ces oligodendrocytes avec les nombreux segments de myéline qu'il est en train de former. Donc, parce que nous avons une certaine préservation des oligodendrocytes, la remyélinisation se produit dans l'ASP. Et ce diagramme montre que la réparation se produit même en pleine démyélinisation. Voici un spécimen de cerveau et voici une zone remyélinisée en plein milieu d'une lésion en cours de dégénérescence. Le point ici est que la remyélinisation se produit dans l'ASP. La remyélinisation peut être détectée par un certain nombre de moyens, dont l'utilisation de la tomographie par émission de positrons ou le PET scan. Cette technique permet d'examiner l'activité dans le cerveau et dans ces images, on voit les scans d'animaux domestiques à deux moments différents chez un individu et chez un deuxième individu. Cela permet alors aux chercheurs chez ces humains d'étudier la réparation de la myéline chez un individu ayant l'ASP. Ce groupe français a documenté que chez les individus ayant une capacité de remyélinisation élevée, ceux pour qui l'indice de remyélinisation dynamique est élevé, ces personnes ont tendance à avoir un faible score d'incapacité EDSS. Je pense que cela indique que la remyélinisation permet peut-être de récupérer certaines fonctions ou que la remyélinisation prévient la perte d'axones et donc empêche la progression de l'invalidité. Et d'ailleurs, l'un des principaux résultats de la remyélinisation est la protection des axones dénudés sous-jacents. Ainsi, dans ce schéma, lorsque l'oligodendrocyte est perdu et qu'une démyélinisation s'est produite, lors de la remyélinisation, le neurone et l'axone sous-jacent sont préservés, alors que si la remyélinisation ne se produit pas, alors il y a dégénérescence du neurone et de l'axone sous-jacent. C'est donc un objectif réaliste dans la sclérose en plaques de promouvoir la remyélinisation pour prévenir la perte des fibres nerveuses qui donne lieu à la progression de l'invalidité
et, dans le meilleur des cas, de faire en sorte que la remyélinisation favorise la récupération des fonctions. Grâce à beaucoup d'études, nous savons maintenant que la remyélinisation dans la SP est en effet assez courante au début de l'évolution de la maladie et qu'elle varie d'un individu à l'autre. Certains sont de bons remyélinisateurs et d'autres ne le sont pas. On ne sait pas la raison pour ça, ça pourrait être dû à la génétique, mais on ne le sait pas encore à ce stade. Mais avec la longueur de la SP et avec le vieillissement, la remyélinisation diminue. Et nous savons aussi, notamment grâce à des études précliniques, que la remyélinisation peut permettre de retrouver des fonctions et de réduire l'invalidité. Il est donc pertinent de se demander si les médicaments actuels contre l'ASP que vous utilisez peut-être peuvent promouvoir la remyélinisation. Comme vous le savez, ces médicaments sont appelés les médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie, les MMEM, ou DMT en anglais. Leur but est de contrôler le système immunitaire dans la ASP et les données montrent qu'elles ne favorisent peut-être pas directement la remyélinisation. Cependant, en prévenant les attaques immunitaires, ces médicaments peuvent permettre à la remyélinisation spontanée de se produire plus facilement. Ces médicaments sont donc utiles non seulement pour contrôler le système immunitaire aberrant, mais aussi, espérons-le, pour fournir au cerveau un environnement qui serait maintenant en mesure de faciliter la réparation. Cependant, nous avons besoin de médicaments qui font directement la promotion de la remyélinisation. Et c'est un grand domaine de recherche en ASP actuellement. La découverte de thérapies de remyélinisation. La revue que vous voyez ici est actuellement en train d'être effectuée par 2 anciens stagiaires qui font maintenant partie du personnel de l'Université de l'Alberta et de l'Université de Calgary. Et ce qu'ils décrivent ici est qu'il existe un certain nombre de médicaments qui sont soit au stade préclinique, soit en développement clinique précoce en première phase, qui vise à favoriser la remyélinisation dans la SP. C'est donc un domaine très actif et c'est la prochaine frontière. Cela dit, il reste encore de nombreux défis à surmonter pour la remyélinisation en SP. Nous avons ici schématisé une moelle épinière. Voici les axones et les fibres nerveuses et l'enveloppe du genre saucisse ici, c'est la myéline. Nous avons représenté une lésion qui s'est formée et dans cette lésion, il y a de nombreux inhibiteurs qui sont exprimés et ces inhibiteurs devront être surmontés pour que la remyélinisation soit réussie. Et bien sûr, les axones, les fibres nerveuses, doivent être réceptifs à la myéline régénérante. Nous devons aussi mobiliser les oligodendrocytes et certains d'entre eux font l'objet de recherches dans mon laboratoire. Mais nous voulons aussi nous demander si, en plus des médicaments, certains facteurs liés au mode de vie peuvent favoriser la remyélinisation et en particulier si l'exercice physique peut favoriser la remyélinisation. En effet, il existe aujourd'hui quand même une littérature assez abondante qui montre que chez les personnes ayant la ASP, des données d'essais cliniques montrent que l'exercice physique est bénéfique pour le cerveau. Ainsi, dans ces essais sur l'être humain, certains des résultats montrent que l'exercice augmente l'excitabilité corticale et rétablit une activité cérébrale normale, alors que l'exercice diminue aussi ce qu'on appelle les périodes silencieuses de la moelle épinière, ce qui génère plus d'activité dans le cerveau. Ça, c'est le travail de mon collègue, la Dr. Michelle Plowman, qui est l'autre conférencière de cette série. Elle est de l'Université Memorial. L'exercice fait diminuer également la charge de lésion et la perte de mémoire cérébrale dans le cerveau des personnes vivant avec l'ASP. Donc, on a prouvé dans des séries de données provenant d'essais cliniques que l'exercice est bénéfique pour le cerveau.
Comment l'exercice est-il bénéfique pour le cerveau? Voici un schéma de certains des mécanismes qui découlent notamment d'études précliniques selon lesquelles le muscle en exercice libère un certain nombre de molécules appelées collectivement des myokines. Certaines d'entre elles sont montrées ici. Ces myokines voyagent ensuite dans la circulation sanguine, elles traversent la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans le cerveau, ce qui facilite les aspects bénéfiques de la neurogénèse. De nouveaux neurones qui améliorent la cognition, l'humeur, le sommeil, etc. Il y a aussi des articles qui sont publiés maintenant qui montrent que d'autres organes sont aussi impliqués après qu'on ait fait de l'exercice. Ainsi, par exemple, le foie produit également un certain nombre de molécules qui voyagent aussi dans le sang et peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique pour faciliter le bien-être du cerveau. Alors, voilà ici certains des mécanismes que nous commençons à comprendre. Mais ensuite, nous nous sommes demandé si l'exercice peut vraiment favoriser la réparation des lésions. Et je vous présente ici une étude expérimentale que mon laboratoire a menée en utilisant un modèle qui implique l'injection d'une toxine dans la moelle épinière de souris. Nous nous excusons pour l'utilisation d'animaux dans la recherche, mais c'est une étape nécessaire pour établir certains concepts. Ainsi, dans ce modèle particulier de lésion de la moelle épinière, nous pouvons suivre dans le temps la récupération de la myéline, illustrée ici en vert. Les expériences impliquent des souris qui sont soumises à la démyélinisation de la moelle épinière ou après une lésion, les souris sont envoyées dans leur cage pour récupération, mais surtout, ces souris seront autorisées à faire de l'exercice en ayant un accès libre à une roue d'exercice qui se trouve dans la cage. Les souris témoins, elles, sont démyélinisées, mais ne sont pas autorisées à faire de l'exercice parce que la roue d'exercice est bloquée. Nous pouvons donc ainsi mesurer l'impact de l'exercice et l'impact d'avoir un accès libre à de l'exercice immédiatement après la démyélinisation. Et ce que nous constatons, c'est qu'avec le temps, en faisant faire de l'exercice aux souris, le nombre d'oligodendrocytes, et ici nous regardons à l'intérieur de la lésion elle-même, chacun de ces points verts sont des oligodendrocytes. Et ce que nous pouvons constater, c'est que ces augmentations en nombre des oligodendrocytes dans la moelle épinière des souris à qui on permet de faire de l'exercice augmentent les cellules qui sont nécessaires pour lancer un processus de reformation de la myéline. Et lorsqu'on regarde ce qu'on appelle des micrographies électroniques, on peut observer des détails très fins de la moelle épinière. Nous constatons que chez les animaux démyélinisés, où de nombreux axones restent démyélinisés, comme le montre cette couleur violette, par contre, les axones des animaux qui sont autorisés à faire de l'exercice sont entourés de myéline. Et ici, nous les avons représentés dans cette couleur vert clair. Nous avons quantifié cela pour montrer que l'exercice augmente le nombre d'axones remyélinisés. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est le travail du Dr. Sam Jensen, qui a depuis obtenu son diplôme. Les travaux en cours portent sur les protéines qui sont modifiées dans la moelle épinière lors de l'exercice. Nous avons donc ici encore notre blessure, notre lésion provoquée, à la suite de laquelle les animaux sont autorisés à faire de l'exercice. Et plus tard, nous prenons la moelle épinière et la soumettons à une analyse des protéines. Et ce graphe ici montre le nombre de courses par jour des souris qui prennent de l'exercice. Et ce que j'essaie de souligner ici, c'est que 4 jours après la démyélinisation, les animaux sont prélevés et ensuite leur moelle épinière est analysée. C'est donc peu de temps après l'événement de démyélinisation. Ce que nous sommes en mesure de documenter, c'est que l'exercice fait augmenter 86 protéines dans la moelle épinière par rapport aux souris qui ne sont pas autorisées à faire de l'exercice.
Et on voit aussi que l'exercice fait diminuer 85 autres protéines. Donc, en substance, 4 jours après la démyélinisation, l'exercice chez les souris modifie un grand nombre de protéines dans la moelle épinière. On n'est donc pas surpris de constater que l'exercice améliore le bien-être du système nerveux central. Ce que je viens de vous présenter, c'est du travail qui a été effectué par mon doctorant actuel, Brian Lozinski. Les prochaines étapes consistent donc à combiner l'exercice physique avec des médicaments et nous avons appelé ça le médi-exercice, une combinaison de médicaments et d'exercices physiques afin d'améliorer le degré de repeuplement des oligodendrocytes et la réparation de la myéline. Ce travail est effectué par une étudiante de 3e cycle, Emily, et un médecin en stage postdoctoral, le Dr Kobani. Nous essayons aussi d'obtenir des subventions afin de tester ce concept de médicament-exercice, de médi-exercice chez les personnes vivant avec l'ASP. Nous avons déjà constitué une équipe à Calgary, à Saskatoon, avec les docteurs Knox et Donkers, à Toronto avec le docteur Ye, à St. John's avec le docteur Plowman à Terre-Neuve, donc afin d'apporter, espérons-le, des fonds pour tester ce concept de médicaments plus exercice chez les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. La dernière diapositive et la vue d'ensemble montrent donc que l'exercice est bénéfique pour le cerveau dans l'ASP. Je vous ai déjà montré ce segment sur l'amélioration du cerveau humain, mais c'est pour souligner cette fois-ci qu'il y a un grand nombre de résultats provenant de modèles animaux où on a montré que l'exercice améliore la remyélinisation. D'autres ont montré que l'exercice améliore la saveur de la réponse immunitaire, qui passe alors à provoquer une inflammation réparatrice pour aider au processus de réparation et provoque d'autres mécanismes tels que l'élévation des facteurs de croissance qui sont tous impliqués dans le bien-être induit par l'exercice. Ah, en fait, j'ai quelques diapositives de plus. Cette année, un groupe d'experts constitué par la Société nationale de la sclérose en plaques des États-Unis a publié des lignes directrices de consensus. Le Dr Lara Piluti de l'Université d'Ottawa est membre de ce groupe d'experts et ce qu'il recommande, c'est que pour les personnes qui vivent avec l'ASP, pour leur bien-être général, il devrait y avoir au moins 150 minutes d'activité physique ou d'exercice par semaine. Nous ne savons pas combien d'exercices de plus sont nécessaires pour la réparation du cerveau, mais c'est un pas dans la bonne direction. Le résumé général est donc que la remyélinisation se produit effectivement dans l'ASP. Elle peut être favorisée. La recherche de médicaments de réparation est un domaine de recherche actif, avec maintenant des essais cliniques en première phase qui montrent qu'un facteur style de vie comme l'exercice confère un bénéfice au cerveau, y compris pour la réparation de la myéline, soit la remyélinisation. Là-dessus, je vous invite à rester actif et vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans votre vie quotidienne. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à parler des travaux en cours dans notre laboratoire pour promouvoir la neuroplasticité et la restauration des fonctions dans la sclérose en plaques. Et si vous souhaitez me faire un commentaire ou me laisser un mot, j'ai mon adresse électronique ici et j'ai également mon tag Twitter à Mission Plowman. Ce que j'espère donc couvrir aujourd'hui, c'est de reconnaître certaines leçons tirées de la réadaptation des victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui pourraient peut-être être appliquées à l'ASP. J'aimerais présenter quelques méthodes novatrices pour augmenter l'intensité de la réadaptation sans fatigue excessive, discuter des interventions qui favorisent la neuroplasticité et restaurent la fonction dans la sclérose en plaques et vous parler de ce que nous allons faire ensuite dans notre laboratoire. Tout d'abord, mettons-nous tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que la rééducation? Vous pensez que tout le monde sait ce que cela signifie?
mais c'est une activité multidisciplinaire coordonnée pour maximiser la récupération ou minimiser l'impact d'une blessure ou d'une maladie. La réadaptation a donc vraiment deux côtés de la médaille. L'approche récupération signifie que nous visons à restaurer les fonctions pour vous ramener au niveau le plus proche possible de votre niveau de fonctionnement antérieur, alors que minimiser l'impact signifie en fait compenser. Alors, apprendre une nouvelle méthode de fonctionnement. Par exemple, vous avez eu un pied tombant et vous avez dû mettre une attelle sur votre jambe. Une approche de restauration pourrait fonctionner pour augmenter la force des muscles qui soulèvent votre pied, alors qu'une approche compensatoire pourrait essayer une attelle ou une autre technique comme une canne. Ainsi, vous seriez capable de soulever votre jambe pendant que vous marchez et ne pas la faire traîner sur le plancher. Il y a donc ces deux aspects de la rééducation. Et l'autre aspect, c'est le maintien des gains. Donc, après la réhabilitation, il est important que lorsque nous vous examinions à nouveau dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, les gains que vous avez obtenus soient maintenus des mois plus tard. Nous avons donc appris 3 leçons essentielles sur la neuroplasticité et la façon dont le cerveau peut se modifier à la suite d'une réadaptation. La première leçon est qu'il y a des événements biologiques critiques qui conduisent à la récupération et à la neuroplasticité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que lorsque vous bougez et lorsque vous pratiquez, les réseaux cérébraux qui soutiennent ces activités deviennent de plus en plus forts. De cette façon, la pratique rend les choses permanentes. Il y a des protéines qui sont libérées dans le cerveau pour soutenir ce changement du réseau cérébral. Nous savons donc que ça se produit. L'autre leçon que nous avons apprise est qu'il est nécessaire d'avoir une forte dose d'entraînement spécifique à la tâche. Cela signifie que si vous voulez réapprendre quelque chose et si votre cerveau devient plastique et établit ce réseau, vous devez vous entraîner à cette tâche des milliers de fois. Ainsi, si on pense à l'exemple d'apprendre à jouer du violon, par exemple, vous devez passer des gammes des milliers de fois pour être capable d'apprendre vraiment le violon. Et cela devient important après une lésion neurologique ou un dommage au cerveau ou au système nerveux central parce que nous apprenons quelque chose toujours en utilisant ces mêmes réseaux pour réapprendre les tâches que nous avons perdues. La troisième leçon que nous avons apprise au sujet de la réadaptation des victimes d'AVC consiste à combiner les interventions visant à stimuler la plasticité et les deux choses qui sont vraiment d'actualité dans la dernière vague de recherche, c'est l'utilisation de médicaments qui favorisent la neuroplasticité et on combine cela avec la thérapie physique ou l'ergothérapie. Et l'autre technique est la stimulation du cerveau. On utilise donc une bobine spéciale non invasive pour stimuler le service du réseau d'activation du cerveau et on combine ça avec la rééducation. On apprend donc que lorsqu'on met les deux ensemble, parfois deux valent mieux qu'un. Et j'ai fait partie de ce travail en AVC. Dans le tableau du haut, vous voyez une des techniques que j'ai utilisées en tant que physiothérapeute, parce que j'ai travaillé comme physiothérapeute pendant plus de 30 ans, en fait. Et pendant une partie de 7 ans, j'étais dans une unité de rééducation des patients qui avaient fait un AVC, également dans une clinique de SP, dans un programme ambulatoire de rééducation de patients. Et une des techniques que j'utilisais consistait à faire une brève séance d'exercice d'aérobic avant d'apprendre une tâche complexe. Ce qui était très important pour les personnes ayant une faiblesse des mains due à un AVC. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai commencé à enseigner la tâche après avoir fait des exercices d'aérobic préalables, la personne était plus alerte, elle avait de meilleurs résultats, elle était capable de s'occuper de la tâche et le bras récupérait mieux. Dans mon travail de doctorat, j'ai testé ça sur un modèle animal d'AVC et nous avons fait exactement la même chose. J'ai donc couplé un exercice d'aérobic sur une roue, comme on voit chez un hamster dans une roue tournante. L'animal faisait ensuite des exercices d'extension des extrémités supérieures. J'ai donc développé un moyen de rendre la tâche de plus en plus difficile. J'ai donc fait la même chose chez l'animal que ce qu'on fait chez l'homme. Mais chez l'animal, il est possible de retirer le cerveau et de voir comment il a été altéré. Donc, on peut voir comment la neuroplasticité a changé. Et ce que nous avons constaté lorsque nous avons combiné les deux traitements, et c'est d'ailleurs ce que montre cette figure ici, sur la barre verticale, vous voyez l'atteinte de la performance et en bas, c'est chacune des semaines. Il y a donc eu 5 semaines de thérapie, 3 fois par semaine. Et les animaux qui avaient atteint l'objectif du nombre de courses avaient des améliorations plus robustes.
Non seulement ça, mais ils ont aussi augmenté certaines des protéines dont je vous parlais qui viennent appuyer la neuroplasticité. Et ils avaient aussi des changements dans les axones et les synapses du cerveau. Nous avons depuis essayé ça dans un essai où nous avons eu 4 groupes de personnes qui avaient déjà eu un AVC chronique. 15 personnes par groupe et ils ont été assignés au hasard dans les 4 groupes différents. 2 des groupes ont reçu un entraînement aérobique. Nous utilisions un système de support du poids corporel. J'en parlerai un peu plus tard en relation avec l'ASP. Mais en fait, c'est un harnais qui est soutenu au-dessus de la tête de la personne quand elle est sur un tapis roulant et ça permet de s'assurer que la personne n'a pas peur de tomber. Vous ne tomberez pas si vous utilisez ce harnais et vous pouvez augmenter l'intensité de l'exercice sans ressentir la peur de marcher sur le tapis roulant. Il s'agit donc d'une pratique de la marche à haut volume. Ainsi, 2 groupes ont reçu cela et les 2 autres groupes ont reçu des tâches fonctionnelles comme celles qu'on reçoit en physiothérapie, comme se balancer sur un pied, faire des pas, le steppage, marcher à reculons, se retourner. Donc des tâches très importantes pour la jambe aussi, mais elles étaient d'une intensité moindre. Et nous avons pensé à cette idée de jumelage. Qu'arriverait-il si nous associons cet entraînement aérobique avec quelque chose que tous les patients avaient? Ils avaient tous des problèmes de cognition. Ils nous disaient que depuis leur AVC, ils n'avaient pas l'impression d'être capables de penser assez vite pour pouvoir traiter des informations complexes. Donc, certains patients ont reçu la formation cognitive Dual and Back, qui est une formation en ligne spécialisée qui a été développée à l'université de Dalhousie. Et certains groupes recevaient simplement des jeux. C'était un jeu de Tetris, comme on peut en charger un, mais il restait très simple. Il ne devenait pas plus complexe avec le temps. Donc, certains groupes ont reçu un entraînement aérobique plus l'entraînement cognitif Dual Back. Un autre avait de l'entraînement aérobique et des jeux. Certains avaient une activité et le Dual Back. Et le dernier groupe avait juste de l'activité et des jeux. Alors, ils faisaient les 2 choses en combinaison, 40 minutes chacun, 3 fois par semaine pendant 10 semaines. Et puis, nous les avons évalués à nouveau lors du suivi pour voir quels groupes ont le mieux réussi et ont connu des améliorations durables de leur fonction cognitive. Et ce que nous avons trouvé, exactement comme dans les modèles animaux, c'est que le groupe qui a reçu les 2 choses ensemble, l'entraînement aérobique de haute intensité et l'entraînement cognitif, ce sont ceux qui ont eu une amélioration d'environ 50% de leur fonction exécutive. Qu'est-ce que la fonction exécutive? C'est votre capacité à penser et à raisonner au plus haut niveau qui vous est possible. Dans notre image ici, c'est le groupe en rouge. Il est intéressant de noter que le groupe qui n'avait reçu que des jeux simples associés avec de l'activité ordinaire s'est détérioré au fil du temps. Ainsi, les 2 groupes qui ont le mieux réussi sont le groupe d'entraînement aérobique plus entraînement cognitif et le groupe activité ordinaire plus entraînement cognitif. Mais la combinaison des 2, aérobique plus cognitif, était ce qui était le plus robuste. Alors, d'accord, ça c'était pour l'AVC. Vous direz que la sclérose en plaques est une maladie totalement différente. Peut-être que ces choses ne s'appliquent pas. Peut-être pas. Mais nous pouvons peut-être commencer à repenser un peu ce que nous faisons dans le cadre de la réadaptation en SP. Ainsi, dans le cas des AVC, on pense à une approche réparatrice. Les patients sont admis à l'hôpital après avoir eu leur AVC. Ils reçoivent un entraînement intense et répétitif de pratique des habiletés perdues qui commence le plus tôt possible pour favoriser la neuroplasticité. Les mêmes types de rééducation ne se produisent pas encore vraiment chez les personnes qui ont la sclérose en plaques. Les gens qui ont la sclérose en plaques prennent souvent une approche plus compensatoire. Les thérapeutes ont donc tendance à se concentrer sur l'apprentissage de nouvelles façons de marcher, de se déplacer, de se transférer pour aller aux toilettes. Ils encouragent l'activité physique pour prévenir le déclin fonctionnel, mais pas nécessairement pour rétablir la fonction. Donc, je me demande, et notre travail vise justement à répondre à cette question, est-ce qu'on ne peut pas penser à viser une restauration? Mais le problème est que les recherches dans ce domaine sont très rares. Et voici un graphique que j'ai réalisé il y a plusieurs années qui vous montre les publications sur l'exercice et la réadaptation dans le domaine de la sclérose en plaques et des AVC. Ainsi, sur l'axe vertical, vous voyez le nombre de publications et sur l'axe des X en bas, le nombre d'années. La sclérose en plaques, c'est la ligne pleine, tandis que l'AVC, c'est la ligne pointillée. Et bien que la recherche sur la réadaptation en SP augmente, comme vous pouvez le voir,
par la ligne pleine en bas, la croissance de la recherche dans le domaine de la sclérose en plaques au cours des 20 dernières années a été seulement 15% de la recherche qu'on a faite pour les AVC. Ce manque de science et de preuves pour guider ce qu'on fait a un impact sur les soins que les gens reçoivent et nous avons certainement besoin d'approches plus innovantes. Je souligne également que c'est vers 1995 qu'est paru le premier rapport sur la neuroplasticité induite par l'exercice dans un modèle animal d'AVC. Mais ce n'est qu'en 2009 que nous avons vu un rapport similaire sur une neuroplasticité induite par l'exercice dans un modèle animal de SP. Vous pouvez donc voir que on a environ 20 ans de retard dans la SP, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voici l'étude qui a été publiée en 2009 et elle est importante parce que je pense qu'elle a changé notre façon de penser. L'article est intitulé « L'exercice atténue les anomalies cliniques synaptiques et dendritiques de l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale ». C'est tout un titre. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? C'est l'EAE. L'encéphalomyélite animale expérimentale. C'est un modèle animal de la sclérose en plaques. Les animaux reçoivent une injection qui provoque une attaque auto-immune. Donc, ils avaient deux groupes. Un groupe a reçu l'injection pour produire les symptômes de sclérose en plaques et l'autre groupe d'animaux n'a pas reçu cela. C'était des animaux témoins. Les deux groupes ont reçu des semaines de course intensive sur leur roue tournante. Puis, les expérimentateurs ont examiné leur comportement, leurs symptômes cliniques, la signalisation synaptique dans leur cerveau, la ramification des neurones dans le cerveau, comme j'ai fait dans mon étude, la gravité des lésions dans le cerveau et la moelle épinière, et la quantité d'inflammation. Pour faire court, ce qu'ils ont découvert, c'est que l'exercice réduit la gravité des déficits moteurs. Donc, sur l'axe vertical de cette échelle, vous voyez ici le score clinique. Un score plus élevé, c'est plus mauvais. Et le point solide correspond aux animaux qui ont reçu l'EAE, l'injection, tandis que les points ouverts correspondent aux animaux qui, en plus d'avoir été injectés, ont aussi fait de l'exercice. Vous pouvez voir par ces cercles ouverts que l'apparition de la maladie a été retardée et qu'elle n'était pas aussi grave que celle des animaux qui n'ont pas fait d'exercice. C'était donc vraiment l'un de nos premiers indicateurs que l'exercice pouvait potentiellement modifier le cerveau. Il pourrait possiblement donc modifier le cerveau d'une personne ayant la sclérose en plaques, du moins dans un modèle animal. Voici un nouvel article dont le Dr Young a parlé et cet article a montré qu'en effet, l'exercice stimule les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes sont les importantes cellules de soutien qui s'enroulent autour des neurones et qui fournissent la myéline aux neurones. Et c'est pas tout. Lorsque vous combinez ça avec des médicaments, ça devient potentiellement encore plus puissant. Donc, est-il possible que nous puissions utiliser l'exercice à forte dose avec beaucoup de pratique pour potentiellement revenir en arrière? Est-ce que l'exercice et la réadaptation pourraient être de nature à modifier la maladie? Et au lieu de voir la personne passer par ces énormes poussées dans la gravité de la maladie et leur niveau d'invalidité, pourrions-nous potentiellement aplatir cette courbe en favorisant la neuroplasticité et la réparation et ramener les gens à un niveau de fonctionnement antérieur? C'est une des tâches qui nous intéresse beaucoup dans notre laboratoire. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la forme physique. Nous nous sommes donc connectés à une clinique de SP. Nous avons demandé à des personnes ayant la SP de se porter volontaire pour venir à notre clinique afin d'être testés à l'aide d'un masque VO2. Vous portez donc un masque comme la dame que vous voyez ici. Vous vous asseyez dans un stepper allongé et vous bougez vos bras et vos jambes autant que possible. Nous vous poussons jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller plus loin. Nous mesurons la quantité d'oxygène que vous absorbez ainsi que le dioxyde de carbone que vous expirez. Ça nous donne un score de votre niveau de forme physique. Voici donc quelques données sur les quelques 50 premières personnes que nous avons testées. Donc, sur l'échelle verticale, il y a la capacité cardio-respiratoire et vous pouvez voir qu'il y a très faible, assez bon, excellent et supérieur. Et en bas, vous pouvez voir le score EDSS. L'EDSS est un indicateur. C'est une mesure faite par un neurologue qui vous renseigne sur la gravité de la SP. Pour vous donner une idée, une personne qui a 0 n'a actuellement aucun symptôme de SP. Alors qu'une personne qui a un 4
a certains problèmes de marche. Une personne qui a un 6 utilise certaines aides à la marche. Et ce que vous voyez à première vue, c'est que le niveau de forme physique générale est très bas. Et ça s'applique à tous, de sorte que même les personnes dont le DSS est de 0 ont un niveau de forme physique très faible. Vous vous dites peut-être, eh bien, si j'ai moins d'invalidité et moins d'impact de ma SP, je suis capable de faire plus d'exercices et ensuite je devrais être plus en forme que quelqu'un qui a beaucoup plus d'invalidité. Mais en fait, on n'a pas constaté ça. Nous avons observé que certaines personnes qui avaient davantage d'invalidité, des gens qui avaient des DSS de 4 et même de 6, pouvaient avoir des niveaux de forme physique assez élevés. Alors, pourquoi est-ce important? Nous le savons parce qu'il y a un seuil de conditions physiques. Alors, pour que vous puissiez faire vos courses, faire vos tâches de tous les jours, monter, descendre les escaliers, prendre une douche, vous avez besoin d'un seuil de forme physique pour ne pas être épuisé. Et ce que nous avons constaté, c'est que la grande majorité des personnes que nous avons testées dans notre clinique étaient en dessous de ce seuil d'autonomie, simplement en regardant leurs conditions physiques. C'est donc une préoccupation pour nous. Qu'est-ce que ça signifie pour votre cerveau? Nous avons mesuré les effets de la forme physique sur le cerveau et nous faisons ça en utilisant une technique appelée stimulation magnétique transcrânienne. Vous placez une bobine sur le cerveau et votre corps est en fait cartographié sur la surface de votre cerveau. La zone cérébrale de votre main se trouve donc environ ici. Ici en haut, c'est votre jambe. Nous pouvons donc placer cette bobine pour stimuler la surface du cerveau qui correspond à un organe, à un membre, et nous pouvons observer la puissance motrice à l'aide de l'EMG. Et donc, bien sûr, plus la vitesse à laquelle le trafic circule dans le cerveau, ça nous renseigne sur l'intégrité des circuits. Et donc, nous voulons une bonne activité excitatrice rapide. L'inhibition de l'activité, c'est pas une bonne chose. Lorsque vous voyez de faibles niveaux d'activité, ça veut dire que le cerveau est moins flexible et moins plastique. Et nous avons constaté que même si on tient compte de l'âge et du sexe, un score plus faible sur le DSS est en effet associé à une plus grande inhibition cérébrale et à une moindre capacité de neuroplasticité. C'est pas une bonne chose, car si jamais vous deviez subir une lésion cérébrale, ça signifie que votre cerveau est moins bien préparé pour ça. Il est moins en santé, moins capable de pouvoir rebondir à partir de là. Donc, sur la base de nos recherches, nous avons fait pas mal de recherches sur les AVC, comme j'ai dit, et nous essayons vraiment de transposer certaines de ces idées dans l'ASP. La question est donc la suivante. Je vous ai dit que vous avez besoin d'exercice pour améliorer la santé de votre cerveau et augmenter votre plasticité. Mais la plupart des gens ils nous demandent, eh bien, combien d'exercices est suffisant? Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter ma plasticité, ma force physique? Jusqu'à quel point je dois aller? Et nous avons fait ça dans le cadre de l'AVC. Nous avons regardé tout le travail qui avait été fait dans les modèles animaux et chez les humains. Et nous avons essayé de comprendre la fréquence, l'intensité, la durée nécessaire. C'est-à-dire, quelle devrait être la longueur de vos périodes d'exercice, la durée en semaine et le type d'exercice que vous deviez faire. Et voici ce qui en ressort. Combien d'exercices suffit? En fait, ça prend pas mal d'exercices. C'est 3 à 5 fois par semaine d'exercice avec une intensité vigoureuse. Il faut donc se sentir essoufflé au moins 30 minutes pendant plus de 8 semaines et de façon continue par la suite. Donc, il faut vraiment essayer de faire l'exercice en continu, sans s'arrêter, sans sauter une semaine si possible. Mais il y a des preuves émergentes de l'importance des séries d'entraînement par intervalles de haute intensité, où vous faites des périodes de haute intensité, ensuite vous faites des pauses haute intensité pendant 1 ou 2 minutes, avec des pauses d'1 ou 2 minutes. La difficulté, c'est lorsque les gens disent, vous savez, je ne suis pas capable de faire ça. Les personnes qui ont de l'ASP ont des obstacles majeurs à l'exercice physique, l'un des plus importants étant la fatigue facile et la sensibilité à la chaleur. Quand vous faites l'exercice, votre corps se réchauffe. Vous êtes censé transpirer, suer, et ça aide à dissiper une partie de cette chaleur. Mais on sait par nos recherches que plusieurs personnes ayant l'ASP n'ont pas cette réaction normale de sudation et qu'elles ont donc trop chaud. Elles peuvent également avoir des problèmes de jambes, de sorte que lorsque vous commencez à faire de l'exercice, à marcher ou à courir, vous vous sentez instable sur vos jambes, plus vous devenez fatigué.
Nous testons donc différentes façons d'aborder ce problème. Comment pouvons-nous faire des exercices plus intenses qui fonctionneront dans le monde réel pour l'ASP? Nous avons essayé de refroidir la pièce. Nous avons opté pour un système de tapis roulant avec support du poids corporel ou un stepper permettant la position couchée. Nous avons aussi une chambre froide que nous refroidissons à 16 degrés Celsius à l'aide d'un climatiseur. Nous assurons l'étanchéité autour des fenêtres et des portes. Nous avons donc testé toutes les différentes combinaisons. Nous avons donc testé certaines des choses et certaines choses que nous avons apprises, c'est qu'on a constaté que lorsqu'on place l'EMG, l'électromyographe, sur le muscle du mollet, parce qu'on a un muscle très puissant dans le mollet qui nous aide à marcher plus vite, là, à mesure que la température corporelle augmente, chez les personnes ayant l'ASP, mais pas chez nos sujets sains, témoins, à mesure que la température corporelle augmente, on constate une baisse de la force et du signal EMG dans ce muscle. Ça nous dit que nous devons garder la personne qui a l'ASP au frais pour qu'elle ne se fatigue pas autant. Et le refroidissement de la pièce va réduire la perte de motricité post-exercice. Donc, dans une température ambiante normale que nous contrôlons à 20 degrés Celsius, on constate que beaucoup de personnes ayant l'ASP perdent de la force dans les muscles de leurs mollets. Mais quand on refroidit, vous êtes capable de faire la même quantité, la même intensité d'exercice sans avoir autant de fatigue dans les mollets. Ça, c'est important parce que ça va nous guider dans notre façon de penser à l'exercice à l'avenir. Alors, nous avons testé ce vigoureux entraînement à la marche en chambre froide et il semble qu'il y a des ingrédients importants à respecter dans la recette. Nous avons donc décidé de tester d'abord dans un groupe de 10 personnes ayant l'ASP qui se sont portées volontaires et qui avaient toutes des aides à la marche. Donc, soit 2 cannes, soit un déambulateur, une marchette. Certaines personnes utilisaient une marchette à roulettes et un quadriporteur, autrement dit, 2 choses, une combinaison, un fauteuil roulant électrique et une marchette à roulettes. Donc, des combinaisons. Alors, on refroidit la pièce pour limiter la fatigue. On fait ce volume d'entraînement de pratique élevé 3 fois par semaine pendant 10 semaines. Puis, on a adapté ça à l'individu. On a commencé là où la personne était. Donc, si elle se sentait capable de faire seulement 20 pas, c'est là qu'il restait. Et à chaque fois, on progressait constamment pour obtenir une intensité supérieure. C'était dispensé par des physiothérapeutes, donc on se concentrait sur la qualité de la marche, le mouvement de la hanche, du genou et de la cheville qui devait être aussi normal que possible, et on utilisait le tapis roulant avec soutien du poids corporel pour la sécurité. Nous avons donc fait ça et je vais vous montrer. Ces personnes ont toutes accepté qu'on monte la vidéo, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Certaines personnes ont trouvé ça très facile et d'autres ont eu besoin de pas mal d'aide. Vous pouvez voir la dame au milieu, par exemple, elle a vraiment besoin de beaucoup d'aide. Mais après 10 semaines, elle n'en avait plus besoin autant. Et ce que nous avons trouvé, et je vais vous le montrer dans ce graphique ici, sur l'axe vertical, vous avez la distance parcourue en mètres et il y a 2 groupes de personnes. Certains utilisaient une aide à la marche unilatérale, donc ça c'est une canne, et le groupe du bas utilisait des aides à la marche bilatérales, donc des fauteuils roulants électriques et des quadriporteurs. Ils avaient donc plus de difficultés à marcher. Et voici ce que nous avons trouvé. Imaginons que le premier jour, tout le monde commençait à marcher jusqu'à son gros maximum. C'est-à-dire, ça c'est le moment où ils ont dit « Je ne suis pas capable de faire un pas de plus. Je m'arrête là, c'est tout, j'arrête là. » Et ce que nous avons découvert, c'est que ce seuil de ce que les gens pensaient être leur maximum a progressivement augmenté et de façon stupéfiante. Ainsi, par exemple, notre groupe qui utilisait des aides à la marche bilatérale ne pouvait marcher que sur environ 250 mètres, ce qui fait environ un quart de kilomètre. Après 10 semaines, certaines personnes pouvaient marcher 1 kilomètre entier. La même chose pour nos utilisateurs d'une aide unilatérale. Ils marchaient environ 1,5 km au début et à la fin, ils pouvaient marcher plus de 2 km. Donc, on a constaté une augmentation de 50% de la distance parcourue en 40 minutes. Qu'est-ce que ça signifie lorsque nous mesurons les choses? Je vous montre ici le score de chaque personne. Et ici, à gauche, c'est le temps pris pour parcourir 25 pieds. Donc, plus vite vous faites ça, mieux c'est. C'est donc votre vitesse de marche rapide. Vous pouvez voir là qu'il y a des personnes qui prenaient au début jusqu'à 40 secondes pour faire leurs 25 pieds et tout le monde s'est amélioré. Et au suivi, on commence à avoir une dérive.
Les gens ne remontent pas complètement jusqu'à l'endroit où ils étaient au début. Ils ne sont pas aussi lents qu'au début, mais ils commencent à remonter, à devenir un peu plus lents. Nous avons également mesuré la fatigue au début. Alors, c'est une mesure de la vitalité, hein. Plus le niveau de vitalité est élevé, moins la fatigue est grande. Et vous pouvez voir ce que c'était au début, et vous voyez que par la suite, tout le monde a eu une amélioration significative de sa vitalité, même si cette personne a chuté lors du suivi. Alors, après 3 mois, nous avons de nouveau testé tout le monde. Il n'y a quand même pas eu de retour à la case départ. Nous avons donc appris que ces 10 semaines d'entraînement intensif pouvaient faire reculer le temps, même chez les personnes qui avaient de grandes difficultés à marcher. Nous avons donc constaté des améliorations significatives et durables en termes de vitesse de marche rapide et de fatigue. Qu'est-ce que ça a pu faire au cerveau pour arriver à ces résultats? Ce que nous avons découvert, comme je vous l'ai montré précédemment avec notre stimulation magnétique transcrânienne, c'est que l'entraînement intensif a fait pencher la balance du côté de l'excitation en diminuant l'inhibition des circuits cérébraux. Ça a donc modifié cet équilibre excitation-inhibition et a rendu le cerveau plus plastique. Ici, sur le panneau de gauche, je vous montre la période corticale silencieuse, qui est l'inhibition. Et vous pouvez voir les niveaux qu'on avait avant. On voit que l'inhibition a chuté, mais malheureusement, elle est remontée par la suite au suivi. Et la même chose pour l'excitation. L'excitation s'améliore lorsque ça descend. Lorsque le chiffre descend, ça veut dire que c'est mieux. L'excitation s'est améliorée, mais ça a remonté ensuite lors du suivi. Le message est donc oui, cet entraînement peut apporter des améliorations durables en matière de marche et de fatigue, au moins dans ce petit groupe d'individus. Les bénéfices pour le cerveau sont importants, mais seulement à court terme. Ça signifie donc que lorsque vous cessez de vous entraîner, il semble que vous perdiez ces bénéfices et il faut donc maintenir l'exercice pour obtenir les bienfaits pour le cerveau. Alors, quelle est la prochaine étape pour notre laboratoire de récupération et de performance? Comment allons-nous procéder avec ce que nous avons appris jusqu'à présent? Nous allons maintenant donc comparer 2 méthodes d'entraînement afin de déterminer leurs effets sur l'équilibre et la marche, ainsi que sur la récupération et les fonctions cérébrales. Il y aura 2 méthodes. L'une sera notre programme d'entraînement à la marche à haute intensité et l'autre programme consistera à examiner plutôt la qualité de la marche, donc l'amélioration du mouvement au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Nous allons donc adopter ces 2 approches courantes que les physiothérapeutes utilisent pour déterminer laquelle va fonctionner le mieux. Nous nous préparons également à tester un nouveau dispositif de neuromodulation appelé PONS, qui est un dispositif par stimulation de la langue que l'on va combiner avec des exercices de marche et d'équilibre. Je vais travailler là-dessus avec la Dr. Sarah Dunkers à l'Université de Saskatchewan. Nous sommes également en train de cartographier l'impact de la forme physique sur l'épigénomique et je travaille là-dessus avec un immunologiste neuronal, le Dr. Craig Moore, et nous examinons comment la forme physique change la biologie de votre système immunitaire et peut protéger les gens avec le temps contre la progression de l'ASP. Nos travaux sont financés. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans le financement de la Société canadienne de la sclérose en plaques, du programme de la Chaire de recherche du Canada, de la Fondation canadienne pour l'innovation et nos nombreux partenaires. Nous ne pourrions absolument pas faire ça non plus sans nos partenaires qui ont l'ASP. Ces personnes qui ont l'ASP et qui se sont portées volontaires pour participer à nos recherches. Et je ne peux pas non plus faire ce travail sans les étudiants très importants. L'une des tâches que nous faisons dans le domaine scientifique, c'est de former la prochaine génération de jeunes scientifiques qui continueront à progresser et à mettre au point de meilleurs traitements contre la sclérose en plaques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Plowman et Dr. Young. Nous allons passer aux questions, mais juste avant de le faire, si vous voulez prendre une minute et souhaiter la bienvenue à nos francophones qui sont là depuis le début. Je suis très contente de vous avoir avec vous. Je m'appelle Tanya Raylands et je suis la vice-présidente avec la Société de la sclérose en plaques du Canada et je suis votre animatrice aujourd'hui. Donc, nous allons tout de suite aller aux questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans la boîte de questions. Et alors que nous attendons ces questions, je vais commencer avec une question ou deux. En commençant par Dr. Plowman,
Vous avez présenté des progrès extraordinaires dans votre travail aujourd'hui. Avec les réalités que nous vivons présentement avec la COVID-19, comment est-ce que cela a eu un impact sur votre travail et le programme de recherche? Je crois que pour tout le monde, cela a eu un impact sur nous de façon significative. Nous étions en plein milieu de nos essais, des interventions de marche et nous avons dû interrompre cela. Nous espérons que nous serons en mesure de recommencer cet essai bientôt. C'est quelque chose qu'on ne peut faire virtuellement. Nous devons le faire en personne pour qu'un thérapeute expérimenté puisse vous aider. Nous avons nos doigts croisés. La Société canadienne de sclérose en plaques nous a donné une extension à cet égard. Mais nous sommes prêts à partir. Merci. Nous avons une question de Karen Swede à Winnipeg. Est-ce que les comorbidités pourraient contribuer au fait que certaines personnes vont remyéliniser mieux que d'autres? Dr. Young, nous savons que différents individus peuvent remyéliniser que d'autres. Il y en a qui peuvent très bien le faire et d'autres pas. Nous ne savons pas vraiment quel est l'éventail de raisons à ce sujet. Une de ces raisons pourrait être la génétique ou bien le mode de vie, niveau d'activité physique par exemple, les niveaux d'engagement dans des activités physiques de haut niveau pourraient démontrer que ces personnes-là vont mieux réagir que celles qui ont moins d'activité physique. Mais cette question doit aussi considérer d'autres facteurs comme d'autres conditions de comorbidité qui pourraient contribuer à ce que nous examinons présentement. Comment pouvons-nous faire en sorte que les gens deviennent de bons remyélinisateurs? Question suivante, Marilyn Lunzer de la côte ouest, nord de Vancouver. Est-ce qu'il y a de la recherche qui nous démontre quel genre d'exercice par rapport à l'exercice cardio versus l'exercice de musculation? Oui, c'est une bonne question. C'est quelque chose que nous considérons présentement. Ça nous intéresse beaucoup. Je dirais qu'il faut premièrement avoir des contractions musculaires. Des contractions musculaires qui sont suffisantes, comme le Dr. Young a dit, que cela pourrait relâcher des protéines multiples. Il y a une valeur dans l'exercice aérobique et l'exercice musculaire. L'aérobie semble avoir davantage d'effets robustes sur le système nerveux central et cela augmente c'est un exercice vasculaire et le cerveau est très vasculaire et nous devons nous rendre au système nerveux central. Donc, l'aérobie semble avoir un meilleur effet sur le cerveau pour améliorer la marche. Je suis désolée, ça coupe. La capacité de marcher rapidement, c'est la musculation à ce moment-là qui serait meilleure. Ça dépend de ce que vous recherchez. L'exercice, probablement, au niveau de l'aérobie, c'est mieux pour le cerveau, mais la musculation, c'est mieux pour le corps, pour améliorer la marche, par exemple. Merci. Quelle est la signification des massages? Est-ce que cela devrait faire partie du traitement? Inaudible pour l'interprète. Je crois que le massage est bénéfique. Ça réduit la douleur. Ça peut être bénéfique aussi pour la plasticité aussi parce que plusieurs personnes avec la sclérose en plaques, leurs muscles sont resserrés. Si ça change votre façon de marcher, votre équilibre, la santé du cerveau, je ne crois pas. Je crois qu'il faut vraiment s'engager dans cet entraînement
de plus haut niveau qui met l'accent sur ce que nous voulons améliorer directement. Le massage peut certainement faire en sorte que vous vous sentez mieux, ça réduit les douleurs, mais est-ce que cela restaure la marche ou certaines autres fonctions cognitives ou corporelles? Je ne crois pas. Et de reconnaître aussi que l'exercice ou l'activité physique, non seulement cela engage vos muscles, mais aussi d'autres organes du corps. Il y a des preuves accrues maintenant que des organes tels le foie envoient quand même des signaux au cerveau pendant l'exercice. Alors, je crois que j'encouragerais le mouvement aérobique, comme le Dr. Plowman a mentionné, plutôt que le massage passif. C'est utile pour certaines choses, mais j'aimerais voir des mouvements corporels qui incluent tous nos systèmes. Merci. Alors, OK. Je crois, Dr. Elle Croppy a des réflexions à faire là-dessus. Délibérément, dans notre premier essai, nous avons décidé d'approcher les gens avec la sclérose en plaques primaire et progressive. Si nous pouvions rétablir ou restaurer la marche dans ce groupe, ce serait une bonne base et un bon travail comme projet pilote pour démontrer que quelqu'un était en mesure de remarcher. Je dirais oui, il y a une capacité pour la réparation de certaines fonctions. Je crois qu'il y a une capacité pour la remyélinisation et la réparation, mais en vieillissant, alors que la sclérose en plaques progresse, c'est plus difficile à réparer. Voilà ce que je pense. Mais comme je l'ai dit, notre étude a été spécifiquement auprès de gens avec la sclérose en plaques progressive et nous avons démontré que c'était avantageux pour la marche. Lorsque les gens ont arrêté, c'est comme s'ils reviennent à leur niveau de base. Dans ces classiques, on perd ou on gagne. Je dirais que l'exercice est bon, non seulement pour réparer les films dans certaines situations. C'est bon pour les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives, que tout le corps soit impliqué. Je vois les avantages de l'exercice dans tout l'éventail des enjeux liés à la sclérose en plaques. Merci. C'était formidable. C'est tout le temps qui nous reste pour les questions aujourd'hui. Je suis certaine qu'il y en a encore beaucoup. Voici ce que j'aimerais porter à votre attention. Vous allez vous joindre à moi pour remercier chacun de nos conférenciers honorables ici. Pour ceux qui ne sont pas là avec nous pour la séance d'engagement personnel, j'espère que vous serez là demain avec Dr. Anthony Feinstein, avec les fonctions cognitives et les gens qui vivent avec la SP. Alors, quelques points administratifs. Dans quelques minutes, nous aimerions partager la vidéo qui suivra, produite par MS Connect. C'est très commun pour des patients comme moi. C'est très similaire à la sclérose en plaques. Mes symptômes c'est beaucoup de douleurs corporelles
Parfois, c'est gérable. Et autrefois, c'est extrême et je ne peux même pas me lever du lit le matin. Mon mari, c'est mon rocher. Il est à côté de moi, il est toujours devant moi. Tout ce dont j'ai besoin, immédiatement, il est là pour répondre à ce besoin. Cela m'aide énormément. J'ai beaucoup de groupes de soutien en ligne. Cela m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, n'importe quand, il y a quelqu'un qui est là pour répondre à votre question. Quelqu'un qui vous comprend exactement ce que vous vivez. Le plus gros impact de ce diagnostic sur moi, c'est que j'ai eu à reculer de 10 pas. Tout doit être au ralenti. Honnêtement, j'essaie de jouir de la vie le plus possible, tout simplement. Nous allons prendre une pause maintenant avant notre séance d'engagement. Un petit rappel que ce ne sera pas sur ce lien ici, c'est une autre réunion Zoom à laquelle vous devez vous joindre. C'est au bas de l'écran, dans le gris, juste au bas de l'écran. Vous pouvez vous joindre à cette réunion sur Zoom. Nous allons commencer dans 10 minutes. Encore une fois, merci à tous.